Je voudrais parler aujourd'hui d'une expérience d'un éveil spirituel que j'ai vécu il y a de cela déjà 35 ans. 35 ans. Je pense que cette petite histoire pourrait peut-être aider certains d'entre vous à saisir quelques éléments des voies spirituelles en général et de cette voie très particulière en particulier. Mon nom est Roland Perret, je suis énergéticien en art solaire. Et donc voilà, il y a un bon nombre d'années de cela, j'ai fait la connaissance de quelqu'un que je nommais avec humour un peu le maître du midi. Ce personnage s'appelait, parce qu'il n'est plus de ce monde, Johann Isserles. C'était pour moi une espèce de clochard céleste. Oui, clochard céleste parce que c'était quelqu'un d'une précision dans la pensée, dans l'expression, vraiment plein d'amour, et qui avait un langage de charretier de temps en temps. Et c'était tout à fait étonnant et ça apportait vraiment beaucoup de teneur et de présence à ses propos. Lorsque je l'ai rencontré, j'étais dans une situation douloureuse, difficile. Il faut que je vous en parle parce que le contexte explique le contexte dans lequel j'étais explique l'intensité d'écoute que j'ai déployée parce que j'étais justement dans le besoin d'éclaircissement, j'avais vraiment besoin de lumière. Le contexte, en deux mots, c'est bon, voilà, j'étais jeune. Ma fille Souria avait quelques mois. Et c'est d'ailleurs avec elle et sa mère, qui n'est plus de ce monde non plus, que nous sommes allés voir Johann Isserles. Sa mère était atteinte d'une dépression grave, vraiment très grave. Et ma vie avait basculé dans le malheur parce que c'était la tristesse, c'était les angoisses, c'était les souffrances pour elle surtout, et c'était notre couple qui était plein d'amour était dévasté par son état de santé psychique. Et devant l'incapacité, la difficulté à trouver des soins adéquats, une guérison efficace, j'avais rencontré Johann, par intermédiaire d'amis, peu importe, et puis voilà. Donc nous voilà, tous les trois, ma compagne, le bébé, à écouter Johann Isserles. Donc ça se passait au pied de la montagne Sainte-Victoire, du côté, je crois, à peu près d'Aix-en-Provence. À l'époque, je n'avais pas d'argent et c'était un véritable investissement, le voyage, et de participer à ce stage. Et je me retrouve avec des gens très agréables, de toutes conditions sociales, de tout âge, à écouter cet homme. C'est même la première fois que j'ai rencontré un druide. Je ne savais pas qu'à l'époque il existait des druides, j'avais un druide à côté de moi. Et je lui demandais, mais qu'est-ce qui vous fait venir? Il venait de Bretagne d'ailleurs, je crois bien. Et qu'est-ce qui vous fait venir écouter cet homme? Et il lui disait, oui, c'est ses écrits. Johann écrivait des choses pleines de bon sens. D'ailleurs, il éditait une revue qui s'appelait Le Bon Sens. Je ne pourrais pas présenter tout son travail,
Il est peut-être difficile d'en trouver des traces actuellement. Je ferai des recherches et puis si ça peut intéresser certaines personnes, je pourrais développer un petit peu ce que faisait cet homme. Ce qui est plus important, c'est qui il était, ce qu'il était. Il avait manifestement atteint un niveau spirituel élevé, très intéressant. Lorsqu'on était dans sa présence, on oubliait nos problèmes, nos soucis. D'ailleurs, une petite anecdote, je suis allé le voir, je crois, 3 fois, cet homme. Et donc, j'ai emmené mon meilleur ami de l'époque, qui était un musicien, et je l'emmène en voiture, on traversait, on venait d'Alsace jusqu'à Aix-en-Provence, et sur le trajet, je le vois consulter un carnet. Et je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, ben, j'ai listé mes questions. Et j'en ai, je ne sais plus comment il disait, 12 ou 20. Et puis, moi, j'ai un petit sourire. Et il me dit, mais pourquoi tu ris si tu savais le boulot que ça m'a demandé d'arriver à ce que tous mes questionnements arrivent à cette dizaine de questions. Et moi, je rigole parce que je savais ce qu'il allait se passer. Donc, il était là, de ces questionnements. Bon, donc, il y a le stage qui se déroule. Et puis, au milieu du stage, au milieu de la semaine, je vais vers lui et je lui dis, alors, et tes questions? Et il me dit, quelles questions? Quelles questions? Il avait oublié toutes ces questions, parce qu'il était bien. Et je pense que c'est une caractéristique lorsqu'on est dans l'aura d'un maître. Johann expliquait qu'un questionnement est tout simplement un déséquilibre énergétique. C'est tout. C'est juste ça. Et comme en sa présence, on était très bien, eh ben, il n'y avait plus de questions. C'était très amusant, quoi. Voilà. Je vous raconte tout ça parce que, comme je vous l'ai dit, le contexte de détresse dans lequel j'étais était très puissant. Lorsque Johann a vu et a entendu ma compagne d'alors exprimer ce qu'elle ressentait, c'est la première fois que j'ai vu des larmes. J'ai vu des larmes dans les yeux d'un homme fort, un homme puissant. C'était vraiment des larmes de compassion. Il avait les yeux humides et c'était très beau. Rien que ces larmes m'ont aidé. M'ont aidé parce que voilà, il y avait une écoute, il y avait une véritable écoute. Et puis, d'ailleurs, c'est un souvenir qui me revient à l'instant. Quand on vit des situations tellement difficiles comme ça, on a envie d'être ailleurs, on a envie de fuir, quoi. Et moi, j'avais envie de fuir, mais bon, par devoir, ce que j'appelais à l'époque par sadhana, par devoir spirituel. Et sur les bases de l'amour qu'il y avait encore entre nous, je suis resté 10 ans avec cette personne en faisant tout. Et c'était parfois jour et nuit pour l'aider. Mais on en était là au début. Et puis, en face de Johann, j'étais là. Et c'est comme si sa présence m'aidait, me soutenait. Mais en même temps, je voyais tout le chemin qu'il y aurait à parcourir, qui serait très long. Et j'ai juste exprimé cette petite phrase, j'ai dit, je ne sais pas si je vais y arriver. Il m'a regardé et il a fait ces 3 petites lettres. Ça a été une claque gigantesque pour moi, donnée avec amour. Et ces 3 petites lettres, ce TTT, m'a fait tenir 10 ans. Parce que j'ai compris à ce moment-là que ma lâcheté, mon désir de fuir, eh ben, je pouvais être plus grand que lui et que c'était inadmissible et qu'il fallait que je traverse cette épreuve. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis sorti vraiment grandi par rapport à toute cette période de souffrance. Mais revenons il y a 35 ans. Je suis là à côté de ce druide et au milieu d'une assemblée d'une 30aine de personnes. Et nous écoutons cet homme extraordinaire. Mais alors, ce qui était curieux, c'est que il nous avait parlé la veille du bouddhisme.
Il nous parlait du bouddhisme. Et il nous expliquait comme quoi, en quoi la voie du bouddhisme était merveilleuse, extraordinaire, formidable, puissante, efficace. Donc toute la journée, il nous a vendu les vertus du bouddhisme. Il y aurait eu un petit programme le soir pour signer, si on veut être bouddhiste, je crois qu'on l'aurait tous signé, tellement c'était convaincant. Et le lendemain, donc le jour de l'expérience, il nous dit « Le bouddhisme, c'est de la merde », avec son langage de charretier. Je dis « Mais quoi ?» Et il nous explique, avec efficacité, il nous déstructure, il nous démonte le bouddhisme. Et on est là, et le bouddhisme se démonte. Et on n'a plus du tout envie d'être bouddhiste. Le jour d'avant et l'autre jour d'avant, il y avait quelqu'un dans le groupe qui était axé sur Castaneda. Castaneda, peut-être que vous connaissez. Moi, j'avais lu aussi et j'étais passionné. Et donc, il avait fait la même chose. Castaneda, il nous a montré à quel point il aimait Castaneda, qu'il comprenait sa voix, cette voix chamanique, cette voix... Et c'était extraordinaire. Et le lendemain, Castaneda, ça n'allait plus du tout. Et alors là, le bouddhisme, ça ne va plus. Et moi, je suis là, assis sur ma chaise, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et je vois tous les gens qui étaient autour de moi, il n'y avait pas de réaction. Ils écoutaient, ils entendaient, c'était loin d'être des gens, c'était pas des imbéciles, c'était des gens cultivés, des érudits, tout autant, il y a des jeunes, il y avait de tout. Et tout le monde, on était tous accrochés à ces paroles. Une fois oui, une fois non. Mais moi, j'ai traversé la France, là, pour aller voir cet homme. Je suis à un stage, je suis en souffrance, je suis en besoin. Je n'ai pas de temps à perdre. Il me faut une solution, il me faut de la lumière, il me faut quelque chose, il me faut du concret. Et ce bonhomme là devant, il me dit que le bouddhisme c'est génial, et là il est en train de me dire que le bouddhisme c'est n'importe quoi, que ça ne va pas du tout, c'est plus fait pour nos hommes actuellement. Mais la veille c'était l'inverse. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire vraiment? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a sous ces paroles? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Donc je suis là, dans cette pièce, avec un sentiment, on pourrait dire, peut-être comme d'urgence absolue. Il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Et je suis là, et cet homme, mais qu'est-ce qu'il raconte? Une fois blanc, une fois noir, et puis on est là tous à l'écouter, et la semaine va passer, et puis on écoute, blanc, noir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne me suis même pas posé cette question, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'est-ce qu'il y a sous ces mots? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et certainement grâce à cette intensité, à cette, on pourrait dire comme une volonté d'acuité, j'ai été capable de passer sous les mots. Je ne sais pas comment dire autrement. J'ai senti ce qu'il était en train de faire, ou plutôt de nous proposer, de me proposer. Chacun a été touché, bien sûr. Chacun pouvait avoir cette possibilité. Mais donc, je ne peux parler que de moi. Ce qui m'était proposé, c'était de laisser tomber tout ce que je savais. Tout ce que je savais. Toutes mes croyances. De laisser tomber, en fait, toutes mes identifications, quoi. Tout ce qui faisait de moi ma personnalité. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais parce que je me dis, mais tout ça, c'est moi. Moi, c'est ce que je crois, c'est ce que je crois savoir, c'est peut-être ce que je sais, c'est mon vécu, c'est tout mon bagage. Si j'enlève ça, mais je suis tout nu, je suis comme perdu. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai eu peur. Et j'étais là,
je le fais ou je ne le fais pas. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'étais dans cette situation, dans cette position, comme au bord d'un gouffre. Je plonge dedans, dans le vide, sans savoir ce qu'il va y avoir, sans savoir ce qui va se passer, ou je reste sur la rive, je reste sur ma corniche. Alors, je l'observe encore, cet homme, et je sais qu'il est bon, je sais qu'il est sage, parce que je l'ai vu dans ses yeux, je l'ai ressenti, et je décide de lui faire confiance. Et puis, comme je suis un peu pragmatique quand même, je me dis, bon, ce n'est qu'un mouvement comme ça. Si je me débarrasse de tout ça, bah, si ça ne va pas, je me mets à nu, bah, je me rhabille après, et puis voilà. C'est alors que je l'ai fait. J'ai sauté dans le vide. J'ai fait cette espèce de mouvement intérieur de me laisser tomber tous mes vêtements. Les vêtements intérieurs, bien sûr. De laisser tomber tout ce à quoi je tiens. De sauter comme dans le vide, dans le rien. Ça a été très simple et en même temps absolument extraordinaire. Je me suis senti si naturellement, tellement bien, comme à la maison, mais en même temps j'étais à la fois tout et rien. J'étais j'avais le sentiment d'être tout et de n'être rien, le sentiment d'être une étincelle toute petite, mais en même temps un sentiment d'union, plus de peur, plus de peur. On ne peut pas avoir peur de ce qu'on est, et comme on est tout, il n'y a plus de peur. Mais c'était en même temps très simple, c'était pas comme un feu d'artifice extraordinaire, c'était oui et non, c'était simple, c'était tellement naturel, comme de rentrer à la maison. Je les ai plus repris, mes habits. Ces habits-là, en tout cas, je les ai oubliés. La séance se termine, et puis on sort, c'était l'été, c'est un petit mât de Provence, et puis on s'assied sur les petits murets. Et il faut dire qu'à cette époque-là, j'étais quelqu'un d'un peu... j'étais ce qu'on pourrait dire un peu un ésotériste, un peu imbu de lui-même, quoi. Je savais tout sur tout, j'avais lu des tonnes de livres, et je voulais expliquer les choses aux gens. Voilà, peut-être un peu, j'étais peut-être un petit peu agaçant pour certains, certainement. Mais en tout cas, peut-être un peu étriqué, un peu monastique, un peu, voilà. Bon, pas que ça, j'ai toujours aimé rire, mais je n'étais pas quelqu'un chez qui un enfant allait venir naturellement se poser sur mes genoux pour faire joujou avec moi. C'est ce qui s'est passé. Il y a un des jeunes enfants qui vient, qui se pose sur mes jambes, et puis on joue ensemble, je ne sais plus à quoi. En même temps, il y avait un couple à côté, c'était peut-être ses parents, je ne savais pas trop d'ailleurs, parce que je ne savais pas trop qui était à qui, là, si c'était leurs enfants ou pas, mais ils me parlaient de choses du quotidien, un peu de ce qu'ils venaient vivre, de ce que disait Johan, avec beaucoup de légèreté. Je les écoutais et je leur répondais. En même temps, c'est ça qui est particulier, donc je faisais déjà deux choses en même temps. Mais j'en faisais une troisième, qui était de parler à un jeune garçon avec qui on avait eu des discussions passionnées sur le cosmos, le spirituel, des discussions très intelligentes, très high. Et je discutais, j'étais complètement avec lui. Et lui avait l'impression que j'étais qu'avec lui. Certainement, peut-être comme les parents, et puis j'étais complètement avec cette petite fille. Et puis, il y avait un verre de jus d'orange. Et comme on était en été, avec une cuillère dedans, ou une paille, non, il n'y avait pas de cuillère, non. Il y avait un jus d'orange, et il y avait une guêpe qui était en train de se noyer dans mon jus d'orange. J'écoute ces différentes personnes, et en même temps, je crois que c'était une paille, justement une cuillère, je ne sais plus, et je la trempe dans le verre pour servir de passerelle à la guêpe, pour qu'elle s'en sorte. C'est délicat, La guêpe, elle s'accroche, elle va monter, mais elle va monter vers ma main, vers mes doigts, donc il faut la retourner à un moment donné pour qu'elle puisse ensuite s'envoler. Cette action demande de la concentration. Je faisais ça en même temps que je parlais à ces personnes
en même temps, j'étais complètement avec elles et en même temps qu'avec l'enfant. Mais la chose la plus extraordinaire, c'était Johan. Johan, d'habitude, à la fin d'une session, il prenait une porte de là où il y a l'estrade et puis il s'esquivait pour aller se reposer. Et là, il passe à travers la foule, il se faufile entre les gens. Il vient vers moi, ce qu'il n'a jamais fait. Il s'approche de ma tête et il me chuchote à l'oreille, « Maintenant que tu as compris, explique-le aux autres. » Et moi, dans mon état, je lui dis, bah oui, bien sûr, ok, c'est ok. Et voilà l'histoire. Cet homme, je l'ai vu peut-être 3 fois, je ne l'ai plus jamais revu. J'ai profité de cette expérience extraordinaire que j'ai appelée l'expérience de l'Atman. Il faudrait que j'explique les choses que j'ai comprises par rapport à cette expérience. J'ai eu le bonheur de pouvoir faire partager, d'être capable de partager cette expérience à 4 ou 5 personnes. Et je viens de découvrir, là, tout récemment, que ça pouvait être une véritable voie d'éveil, avec une pratique, avec des exercices et surtout une guidance, dont je parlerai certainement. Voilà, je voulais témoigner de ma reconnaissance envers cet homme vraiment, vraiment merveilleux, qui m'a amené à, moi j'ai appelé ça la porte du petit éveil. En tout cas, c'était une expérience vraiment, vraiment inoubliable. Et voilà, je dis merci à ce clochard céleste.